Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partages d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Benjamin Jouffret, Character and Costume Director pour Just Dance. Benjamin danse depuis l'âge de 6 ans et malgré les obstacles, il a toujours trouvé dans cet art un refuge, une façon de s'exprimer librement et de gagner en confiance. Après une pause pour ses études, il renoue avec la danse à Paris, notamment au studio Harmonique, avant d'explorer une autre facette du spectacle en devenant back dancer pour des drag queens dans des soirées et clubs parisiens. Une expérience marquante qui lui a permis de retrouver ce frisson de la scène et de la performance. Mais ce qui rend son parcours unique, c'est cette capacité à allier deux mondes, la danse et la mode. En tant que styliste, il explore une autre forme de créativité avant de trouver le point d'équilibre parfait en intégrant l'équipe de Just Dance en tant que Character and Costume Director. Son rôle, concevoir les looks des danseurs virtuels, imaginer des costumes qui racontent une histoire et contribuer à faire de la danse un langage universel accessible à tous. Dans cet épisode, nous parlerons de son lien avec la danse, de ce qu'elle lui apporte au quotidien, de son travail sur Just Dance et de son processus créatif entre mode et performance. Nous aborderons aussi l'importance de la multidisciplinarité dans une carrière artistique et bien sûr, il nous partagera ses conseils pour celles et ceux qui rêvent d'intégrer un projet comme Just Dance ou de travailler dans la création de costumes. Salut Benjamin. Salut Maïwenn. Bienvenue dans le podcast. Merci de me recevoir ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, pour commencer, petite question habituelle, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours ? Donc, tu commences la danse à l'âge de 6 ans. Est-ce que tu peux aussi nous partager ce qui t'a poussé à commencer la danse et qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer malgré les obstacles, entre guillemets, que tu nous partageras certainement ? Ouais, du coup, j'ai commencé la danse vers l'âge de 6 ans. En fait, j'ai des parents qui sont extrêmement sportifs. C'était des champions de triathlon. Okay. Voilà, et ma mère était aussi championne de tennis. Donc vraiment, j'ai grandi en mode le sport, c'est notre raison de vivre, notre raison de respirer. Et du coup, quand j'étais vraiment petit, ils m'ont un peu fait passer par toutes les activités sportives possibles. La natation, le tennis, l'athlétisme. Et en fait, je savais que j'aimais le sport, mais en même temps, je m'y retrouvais pas. Je m'y retrouvais pas vraiment, ça manquait de quelque chose, je pense, de plus personnel ou artistique. Et en fait, ce que j'aimais le plus, c'était la gym. Et en fait, finalement, par la gym, tu te rapproches petit à petit de la danse. Et en fait, je pense que oui, vers 5-6 ans, j'ai dit à ma mère, maman, j'ai envie d'essayer la danse. Et dans l'école, il y avait une petite école de danse comme en province, parce que je viens du sud de la France, et je savais que voilà, il y avait des cours de danse et ça m'attirait d'une certaine façon. Et du coup, en fait, j'ai fini par être inscrit à cette école de danse et en fait, de mes 6 ans à mes 18 ans, j'y suis resté et tous les ans qu'il y avait le spectacle annuel, on connaît, voilà, le on gala adore. De fin d'année. Voilà, le gala de fin d'année, c'est ça, et en fait, voilà, ça m'a énormément apporté. Et ensuite, quand je suis parti faire mes études à Lyon puis à Paris, du coup, j'ai dû arrêter cette école de danse et c'est vrai que quand on est dans nos études on n'a pas forcément le temps, enfin moi en tout cas j'étais vraiment très très concentré, j'avais pas le temps de danser et à Lyon j'ai pas réussi à retrouver une école parce que forcément tu n'as plus tes repères, tu sais pas où aller, c'est une grande ville, tu te perds un peu et c'est que à Paris où vraiment j'ai découvert le studio Harmonique avec ses cours qui avaient l'air géniaux et en fait c'est là où je m'y suis vraiment remis, donc c'était en 2017, un truc comme ça, donc il y avait quand même eu une sacrée pause et puis depuis voilà, j'essaie de prendre des cours régulièrement mais il n'y a plus de galas de fin d'année. Quel dommage, il y a peut-être un concept à faire dans le milieu de la danse, des galas de fin d'année, ce serait trop bien. Ouais. C'est vrai que maintenant il y a quand même des events, je pense au Freaky Art Show qu'il y avait à l'époque, Club 22 aussi qui fait ça maintenant, c'est cool. Ça donne, je trouve que tu retrouves un peu ce côté gala de fin d'année, même si bon, c'est pas la même chose, mais c'est une manière de se produire encore une fois sur scène et souvent d'ailleurs pour des bonnes causes aussi. Ouais, complètement. T'évoques la danse comme une safe place dans ton enfance. Comment cette dimension elle a évolué au fil des années ?
Bah, je pense que voilà, la danse, ça a commencé par vraiment un sport où je me sentais bien. Et en fait, ce qui est quand t'es en province, souvent, il n'y a pas de garçons dans les cours de danse. Et pour le coup, moi, j'étais le seul garçon et j'ai toujours été quasiment le seul garçon. Du coup, il y avait un peu un truc de... grâce à ça, tu es entre guillemets spécial et ça te valorise énormément. Là où dans d'autres sports de groupe où voilà où tu t'es un peu perdu au milieu de la masse, où justement t'es plutôt le garçon qui est pas hyper viril, hyper fort et du coup t'es plus vu comme le faible de l'équipe. Là, dans la danse, en fait, je devenais un peu le centre de l'attention et même des fois les professeurs ils allaient construire des tableaux autour du garçon parce que ça leur donnait un espèce d'élément un peu de construction, donc ça, en fait ça te donnait vachement de valeur, de confiance en soi et ça en fait bah, ça m'a vachement je pense apporté quelque chose qui me manquait et ça m'a conforté pendant les années de ma jeunesse ou de l'enfance où on a des fois des moments un peu difficiles, on sait pas qui on est, on sait pas ce qu'on vaut, on se remet beaucoup en question. Ouais, complètement. Voilà, et en fait tout ça, du coup pour moi la danse ça s'associe vraiment à, comme je disais, une safe place, quelque chose qui m'a réconforté, qui m'a protégé, où je me suis toujours senti bien avec des gens qui je savais me voulaient pas de mal ou voulaient de la bienveillance, même après vis-à-vis de ma famille, c'était vraiment... voilà, ils étaient fiers de moi, quand ils venaient me voir danser, ils me complimentaient, c'était vraiment devenu quelque chose qui me valorisait. Et je pense que dans ma vie, ça m'a toujours suivi comme quelque chose de précieux, qui me ramène toujours à une situation où je me sens bien et je me sens moi-même. Je reviens sur le côté être le seul garçon dans le cours de danse. Je trouve que ça, c'est beaucoup aussi dans des styles académiques. Par exemple, on a tendance à associer le hip-hop, le côté un peu underground, viril, tu vois, etc., aux garçons, et la danse classique, le modern jazz, le contemporain, ça pour les filles. Alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que il y a un peu cette injonction où dès que tu arrives donc, dans un cours de danse académique, on se dit ouais t'es le seul garçon, mais en vrai non, la danse elle est accessible à toutes et à tous et c'est pas parce que tu fais un style de danse un peu plus féminin ou masculin que ça vient forcément aussi impacter toi et ton genre. Enfin en fait ça ne définit pas ta personne. Tout à fait, ouais. Voilà, c'est important de le rappeler. Ouais, non, mais je sais pas si toi t'as senti peut-être parfois des personnes qui avaient pu te dire que ça avait un impact sur toi, sur ton genre. Bien sûr, bah, de toute façon, déjà, je suis hyper reconnaissant envers mes parents de ne pas m'avoir bloqué parce que honnêtement, ils auraient pu dire non. Et en plus, c'était quand même, voilà, il y a encore longtemps, enfin quelques années en arrière, c'était encore quand même vraiment tabou l'homosexualité ou le genre, on n'en parlait pas. Et du coup, bah, dire à ses parents, quand t'as 5 ans, je vais faire de la danse, direct, ils se disent, ah bah mon fils... il va devenir homosexuel, il va se faire harceler. En fait, ça te met dans un truc où direct, t'as plein de préjugés qui arrivent, alors que pas du tout, ça s'applique pas du tout à tout le monde. Et du coup, ils ont quand même pris cette liberté mentale de se dire, bah oui, je vais l'inscrire au cours de danse et... Je sais pas après ce qu'ils se sont dit dans leur tête, mon père notamment, mais je pense que après je sais que c'est devenu une fierté et du coup ça m'a toujours beaucoup touché. Je me suis dit bon ben ils ont pas eu honte de ça et ils ont quand même pas hésité et ils se sont lancés et je pense qu'il y a des parents où ça peut leur faire peur, où ils peuvent dire non mon fils fera pas de danse parce que je veux le protéger alors qu'en fait bah ils le privent complètement. Et voilà, et après bah oui à l'école je le criais pas, je le disais pas. Parce que être le garçon qui fait de la danse, ça pousse directement à du harcèlement, à des critiques. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé d'avoir des remontrances vis-à-vis de ça. Mais après, en même temps, il y avait aussi ce truc où ça n'a pas non plus été aussi catastrophique que ça aurait pu l'être. Ouais. Et au final, quand je dansais, quand j'étais avec mon groupe de copines à la danse, ça se passait très bien et en fait les gens n'étaient pas forcément au courant ou ils venaient pas forcément au gala de fin d'année parce que ça les intéressait pas, mais c'est vrai que j'ai dû avoir des remontrances où j'ai dû avoir des gens qui m'ont jugé ou qui direct bah voilà m'ont catalogué parce que je faisais de la danse et puis parce que forcément j'étais aussi un garçon un peu efféminé, un peu refermé sur lui-même, donc forcément direct t'associes tout et puis ça te fait le cliché, et c'est une cible facile. Voilà. Le beau cliché du garçon qui fait de la danse, quoi. Non, mais après, je trouve que ça évolue un peu plus, j'ai l'impression, mais parce que aussi on grandit. Donc, est-ce que... Moi, j'ai pas remis, tu vois, les pieds dans une école de danse dans lesquelles j'ai pu être. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui ? J'espère que non, mais j'espère que les professeurs aussi arrivent de plus en plus à dire ce qu'il faut faire et pas faire et à prendre position aussi dans la pédagogie vis-à-vis d'un enfant.
limite à passer sur un plan un peu plus éducatif aussi parfois avec les enfants. J'espère que les professeurs le font. En tout cas, je dirais pas que j'encourage à le faire, mais c'est important qu'un élève, quand il vient prendre un cours de danse, il se sente à l'aise et qu'il se sente pas harcelé ou rejeté dans un cours de danse aussi, parce que ça peut arriver. Donc voilà. Ouais, complètement. Quels sont les bienfaits que tu en retires sur le plan personnel et créatif, toi, avec la danse ? Beaucoup de choses. Je pense que c'était vraiment une façon d'expression, et surtout quand on est ado ou jeune et qu'on n'arrive pas forcément à mettre des mots sur nos émotions. En fait, en tout cas, moi, la danse, c'était vraiment un moyen de m'exprimer, d'exprimer ma colère, d'exprimer ma tristesse, ou des fois de lâcher prise complètement. Et en fait, ça faisait un bien fou. Et ce que j'en retiens, c'est que ça m'a vachement... déjà, ça m'a aussi vachement fait aimer mon corps, ça m'a mis en confiance avec lui. C'est une façon vraiment de le reconnaître, de lui donner la parole, en fait, de lui dire, là, c'est toi qui t'exprimes. Et en fait, je trouve que quand on a du mal ça nous apprend à nous regarder dans le miroir aussi, parce que quand on danse, on se regarde dans le miroir. C'est dur, hein. Ouais, et en fait, c'est ça, et on finit par... à un moment, se regarder, se dire, ce mouvement, j'aime pas ce que ça donne, mais à un moment, tu trouves aussi des façons de bouger ton corps, et tu te dis, là, j'aime bien. Et ça te fait aussi à aimer ton corps, à aimer ce que toi tu dégages, à te concentrer aussi sur ce que tu dégages émotionnellement dans ton visage, dans ta façon de te comporter. Et en fait, ce que j'en retiens, c'est que ça m'a vachement apporté à avoir confiance en moi et de la façon dont je me perçois tout au long de ma vie, je pense. Et est-ce que la danse, elle a influencé d'autres aspects de ta vie ? Tu parlais de la confiance en toi, mais est-ce que ça a pu l'influencer d'une autre manière, ou ta manière aussi de voir ton métier actuel ? C'est sûr, c'est-à-dire que j'ai su à ce moment-là que je voulais faire quelque chose d'artistique, peu importe mon métier. Je savais pas ce que ce serait à ce moment-là, mais je savais qu'il fallait que, pour que ce soit vrai, pour que ce soit authentique, pour que ce soit profond et passionnel, il fallait que ça vienne de quelque chose d'artistique, parce que j'avais connecté avec la danse et que je savais que ça faisait vibrer et que c'est ça qui te pousse après à te dépasser, à réussir, à persévérer. Donc oui, voilà, je dirais que ça m'a vraiment fondé sur le fait que je veux faire quelque chose qui me touche profondément et avec lequel je sens une connexion physique aussi. Quand t'as fait tes études, du coup, t'as arrêté la danse, c'est ce que tu disais, et t'as repris la danse par la suite au Studio Harmonique. Qu'est-ce qui t'a manqué pendant cette période ? De danser. Non, pas de réponse. Voilà. Non, vraiment, c'était... D'ailleurs, j'ai même arrêté, je crois, le sport. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que j'ai complètement délaissé mon bien-être physique et mon bien-être mental, parce que je faisais que travailler, mais en fait c'est que comme je faisais des études artistiques, je me développais aussi dans des projets artistiques d'une autre façon, c'est-à-dire que je dessinais, je créais et tout, et du coup ça compensait, on va dire, le côté artistique que j'avais avec la danse, mais en même temps j'avais plus le côté sportif où tu te vides l'esprit, tu te dépenses. C'était plus suffisant. Ouais, c'est ça, et en fait ça me manquait énormément, et j'avais essayé de temps en temps de reprendre un cours par-ci par-là, mais en fait il y a un truc qui me plaisait pas dans la façon dont c'était enseigné, ou les chorés qui me correspondaient pas, on va dire, et du coup je pense que j'étais trop focus sur le fait d'avoir mon diplôme, finir mes études, et j'ai complètement délaissé cette partie moi. Et c'est que après, quand j'ai été diplômé, que j'ai commencé à retravailler, etc., où je me suis dit, en fait, ça me manque énormément. Et est-ce que je peux imaginer maintenant vivre sans ça ? Non, et en fait c'est là où et c'est dur quand t'arrêtes pendant longtemps de t'y remettre, c'est super dur. Parce que t'as plus le même niveau aussi, tu perds des choses, tu retournes du coup face au miroir, tu te reconfrontes à des choses avec lesquelles t'avais peut-être bossé aussi sur toi. Ouais. C'est pas évident. Ouais, et puis quand t'es allé dans ton école de campagne ou de province, tu connais tout le monde, tout le monde te connaît. Quand t'arrives dans un cours, tu connais personne. C'est intimidant. C'est intimidant de ouf. Ouais. Et surtout que tu sais pas le niveau des gens, tu sais pas s'ils vont regarder comment tu danses, s'ils vont te juger là-dessus. Malgré tout, il y a toujours ce côté-là, c'est intimidant, et en fait, faut se dépasser, faut passer la barre de se dire, là, je rentre dans cette salle, je me mets un bon coup aux fesses, j'y vais. Mais la première fois, je trouve, c'est dur. Et même là, des fois, quand j'arrête pendant quelques semaines ou les vacances, quand tu dois y retourner, t'as toujours ce truc au début de « Ok, c'est parti ». Je vais un petit peu galérer à la reprise, c'est reparti. Puis même, on n'en parle pas, mais les courbatures. Ouais, aussi, ouais. Le corps, quand t'as pas dansé depuis même ne serait-ce qu'une semaine ou deux et que tu reprends, t'as mal au corps et tu sais qu'après tu vas avoir mal au corps. Donc, il faut aussi avoir ce truc de dépasser ça. Ouais, tout à fait. Et de prendre du plaisir. Comment aujourd'hui tu trouves du temps pour danser entre ton activité principale et puis la danse ?
Bah, je me suis mis en objectif un cours par semaine. Voilà, j'admire les gens qui prennent 5 cours par semaine. Honnêtement, je sais pas comment ils font, mais bon, voilà, j'aimerais trop pouvoir faire ça, mais en termes même d'énergie physique ou mentale, je trouve qu'une fois par semaine, c'est bien, c'est mon petit plaisir, voilà. Et ça et aujourd'hui, ça me convient bien, je me sens quand même rassasié, entre guillemets. Après, par mon travail, je connecte quand même avec la danse, Oui. donc c'est quelque chose qui est toujours omniprésent. Et puis voilà, des fois, chez moi, je me fais des petits kiffs. Yes, Voilà. j'adore. Mais voilà, en vrai, ça me va très bien et je pense que voilà, il y a des moments où vraiment j'arrêtais, où j'arrivais pas à me motiver. Je me disais, non, non, vraiment, tiens-toi, une fois par semaine. Oui, des fois, c'est dur de se motiver à 20h, de partir de chez soi après une journée de taf pour aller au studio harmonique. Mais en fait, il faut que tu le fasses parce que quand t'as fini, t'es trop content. C'est ça. Et voilà, et je dirais que ce seul truc qui est un peu frustrant des fois, c'est de pas avoir de traces, de pas avoir de vidéos ou de souvenirs ou de pas pouvoir après performer devant des gens, c'est-à-dire que tu t'apprends la choré, tu kiffes, mais finalement après ça disparaît comme c'est venu. Ça c'est la partie des fois un peu frustrante, je trouve, des cours à la chaîne où t'as pas de satisfaction d'après pouvoir te voir ou même du coup de corriger ou progresser parce qu'en fait t'apprends la choré, tu l'exécutes, mais t'as pas vraiment le temps de la travailler ou de peaufiner les détails que tu passes déjà à la suivante. Moi, je le dis, les galas de fin d'année, ça va revenir à la mode. Ça serait trop bien. Je lance peut-être un truc là. Je pense que ce serait incroyable que dans les studios de danse à Paris et pas qu'à Paris en France, avec les cours open, on arrive tout de même à faire une espèce de gala de fin d'année. Ce serait génial. Complètement. Mais ça a été fait avec le Lax plusieurs fois, Oui, je crois. oui. Mais après, j'ai l'impression qu'ils sélectionnent vraiment les danseurs les plus performants. En fait, ça dépend ce que tu veux aussi dans ta représentation au gala, on va dire, de fin d'année. Est-ce que tu veux que de la performance ou est-ce que tu veux aussi mettre en avant des débutants Bon, je pense que ouais, ça dépend aussi la vision et la direction artistique qu'a Ouais. le studio de danse, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, il y a plein de studios de danse à Paris pour des débutants et moi, je trouve que ce serait trop cool. Ouais. Puis même, ça donne envie de garder cette rigueur et de cette régularité, de se dire, ok, toutes les semaines, je vais prendre mon cours de danse parce que aussi à la fin de l'année, j'ai un objectif de performer sur scène. Ouais. Et pour certains, c'est pas facile. Hein. Non. Pour certains, juste un cours de danse, ça suffit. Ils ont pas envie de se mettre à la lumière sur scène, c'est pas facile. C'est vrai, ouais. Je pense que ça dépend vraiment des gens. Ouais. Mais t'as raison, c'est un objectif, ça te pousse en fait à... Tu sais qu'il y a un truc à la fin, c'est ça, et puis que tes proches peuvent venir te voir. Moi, je trouve que c'est un moment aussi vraiment de partage, et c'est vrai que ça manque. Mais du coup, toi, t'as quand même été backdancer pour des drag queens à Paris. Comment t'en es arrivé là et c'est quoi être un backdancer? Ouais, alors ça c'est venu un peu de nulle part parce que bon, déjà je connaissais pas du tout le drag avant de venir à Paris, malheureusement, mais vraiment quand je suis arrivé à Paris c'est un truc, j'ai commencé à regarder Drag Race, c'était vraiment le moment où ça devenait super populaire, et en fait j'ai des amis qui se lançaient un peu dans le drag, notamment un ami qui aussi du coup connaissait des drag queens. Et en fait, une fois, il a dit bon ben là, je vais faire une perf dans un club. Souvent, c'est dans des boîtes de nuit. Donc pareil, c'est pas du tout des scènes bien pensées. T'es sur une petite estrade où t'es carrément au milieu des gens. Et il a dit voilà, j'ai besoin de 2 backdancers. On va se faire quelques répètes. On va créer une petite choré très show-off, très commerciale. Et puis on va la performer à 2h du matin au milieu des gens dans la boîte de nuit. J'adore. Et du coup, c'est venu de là, et on l'a fait une fois, et c'était super cool. Voilà, en plus, les gens, ils sont hyper... ils hurlent. T'as vraiment un truc... alors, c'est très différent des spectacles, des galas de fin d'année, Oui. mais il y a un truc quand même où vraiment... tu ressens l'adrénaline vraiment. Et ça, je l'ai revu, je l'ai ressenti, j'étais en mode, ça m'avait tellement manqué. Et en fait, de là, on a contacté d'autres drag queens qui étaient aussi présentes, et en fait, petit à petit, j'ai enchaîné 2 ou 3... performance, voilà, et être backdancer, du coup, c'est accompagner la drague, c'est-à-dire pas la cacher, ou c'est elle qui doit être mise en avant, et c'est la mettre en avant, c'est l'aider à faire ses reveals aussi quand il y a besoin, l'aider à faire des portées. Un reveal, tu peux expliquer ce que c'est? C'est par exemple lui retirer son manteau, ou l'aider à changer d'outfit ou de perruque pendant la performance, voilà, devant le spectateur. Et c'est vrai que des fois, il y a besoin d'un coup de main pour arracher les scratchs ou les pressions. Donc voilà, ça fait partie aussi de notre taf. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas rémunéré parce que voilà, c'était vraiment que du plaisir. Et en fait, après, pendant plein d'années, il n'y a plus de performance du tout. Et c'est l'année dernière où en fait, on m'a recontacté pour faire backdancer à la Drag Me Up. C'est un show drag qu'il y a tous les dimanches au Woos dans le Marais.
Et là, il y a une petite scène, mais pareil, c'est minuscule, donc il y a énormément de contraintes d'espace. Et en fait, là-bas, j'ai rencontré une autre drague qui m'a rebooké, puis une autre qui m'a rebooké. Puis en fait, petit à petit, j'ai enchaîné 4 ou 5 perches, je crois, jusqu'à danser avec Kitty Space, justement, à l'université de Saint-Denis. Incroyable. En septembre. Ouais, c'était improbable. Il y avait la fouine qui était avant nous en concert, et t'avais que des gens qui étaient ouais, comme ça. Et après, t'avais le show drag, et là, on s'est dit, oh, bah, on va se faire jeter des canettes de coca dessus, c'est pas possible. Mais en fait, les gens, ils ont joué le jeu. C'est trop bien. Ils ont joué le jeu et t'avais toutes les petites meufs qui étaient à fond et tout. Ah yes. C'était trop bien comme expérience. Mais voilà, et après, c'est vrai que depuis, il y a plus, mais parce que je pense que vraiment, en fait, c'est du bouche à oreille. Et puis, des fois, il y a des besoins. Ça dépend aussi, parce que maintenant, les dragues, elles essayent de rémunérer vraiment les danseurs. C'est cool. Et comme on sait que c'est un métier quand même qui est difficile, où tu gagnes pas des 100 et des 1000, ben, des fois, c'est dur aussi de se dire, bah, je fais un show avec 4 danseurs qu'il faut que je rémunère, plus trouver les costumes, l'outfit. C'est ça, il y a un vrai budget derrière. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. Et je pense même, tu vois, là, on parle des dragues avec les danseurs, mais même les chorégraphes, tu vois, en règle générale, en France, sur Paris, peu importe, bah, des fois, t'as pas forcément les moyens de rémunérer tes danseurs quand c'est pour des projets personnels, je le précise. Bah, c'est aussi un peu une forme de collaboration, tu vois, en tant que danseur, tu dis ok, bah, j'accepte parce que derrière je vais prendre aussi prendre de l'expérience, l'expertise aussi du chorégraphe, ça va me nourrir aussi dans sa matière. C'est tout ça aussi qu'il faut voir. C'est vrai que des fois on fait les choses gratuitement, mais c'est pas que gratuit, c'est aussi la passion et est-ce que ça t'apporte derrière. Ouais, complètement. C'est exactement ça. Au début j'étais en mode, moi je veux juste me faire kiffer et ça me fait trop plaisir de le faire. Donc je le fais, et puis l'argent, après, ça vient un peu après, ou quand t'enchaînes, tu te dis « Ouais, maintenant j'ai envie d'être payé », surtout que c'est vrai qu'on m'a déjà demandé aussi de créer la chorégraphie. Yes. Voilà, donc je l'ai fait quelques fois. Je suis pas, fou d'idées, mais on va dire qu'en tout cas, pour juste un show drag simple, ça suffisait, et qu'au final, ça demande quand même du temps de réfléchir au mouvement, de l'apprendre aux autres, et en fait, il y a un moment où t'as envie que ce soit valorisé aussi, quoi, et c'est normal. Non, c'est normal. Puis ça fait développer la créativité aussi. Ouais. Ça, c'est très cool. Qu'est-ce que ça t'apporte aussi sur le plan artistique et humain, autre que la créativité ? Bah, artistique et humain, c'est de rencontrer des gens. J'ai rencontré des gens géniaux, que ce soit des performeurs, des artistes. Enfin, en fait, t'arrives dans un show drag et tu vois tous ces artistes qui se donnent à fond, qui ont tous une personnalité, une vision artistique complètement différente. Tu rencontres aussi des danseurs amateurs, du coup, et c'est aussi super cool parce que, du coup, tu partages cette passion. Alors, tu sais que t'es pas pro, que t'en fais pas ton métier. Des fois, ça peut te faire sentir pas légitime parce que tu dis, bah ouais, en fait, il y a des gens, c'est vraiment leur taf, pourquoi est-ce que moi je suis là ? Mais en fait, des fois, il y a besoin aussi de gens plus amateurs et plus accessibles, entre guillemets. Et donc, de connecter avec d'autres gens qui font ça aussi, c'est assez cool. Voilà, et puis moi, après, c'était un moyen de me réexprimer aussi sur scène. Pareil, des fois, quand on te laisse choisir ton look ou ton petit détail dans le make-up, tu te fais plaisir, ça te fait reconnecter aussi avec ta vie artistique de toi-même, en fait, et comment tu as envie d'être représenté, comment tu as envie de te montrer sur scène, voilà. Trop bien. On va passer sur la partie plus professionnelle. Donc, tu travailles chez Just Dance depuis 5 ans ? Ouais, ça va faire 5 ans. 5 ans, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton rôle de character and costume director chez Just Dance ? Alors, mon rôle sur Just Dance, déjà ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Just Dance, c'est du tournage sur fond vert. Oui. Donc beaucoup de gens disent « Ouais, tu fais de la mode digitale, tu fais des vêtements en 3D ». Pas du tout. Donc en fait, c'est vraiment comme dans le cinéma, on a un personnage qui est incarné du coup par un danseur qui va être costumé, coiffé, maquillé et qui est tourné sur fond vert. Et ensuite, tout ce qui est vraiment fait à l'ordinateur, c'est l'environnement, donc tout ce qui est dans le décor. Mais aussi, des fois, c'est juste un peu des effets spéciaux ou des changements de couleur sur le danseur. Ouais. Mais on va dire que lui, il est vraiment réel, tout est réel. Et du coup, il y a un vrai travail, comme dans le cinéma, de coiffure, de maquillage et de costume. Donc moi, en tant que costume directeur, en fait, ce que je fais, c'est que je supervise toute l'équipe créative qui va fabriquer, imaginer les personnages, donc les costumes, les perruques et les maquillages. Donc je fais partie de l'équipe qui fait le brainstorm des chansons. Donc on va juste se dire les grandes lignes. Est-ce qu'on veut un solo, un duo, un trio ? Quel type de personnage on veut ? Quel est le genre du personnage ? Quelle est sa personnalité ? Qu'est-ce qu'est l'émotion que doit véhiculer
la chanson, quel est le niveau de la chorégraphie, quelle est la cible, est-ce que c'est les familles, est-ce que c'est les joueurs hardcore, tout ça. Et ensuite, moi, je briefe mon équipe et là, on part dans des recherches, dans du design, tout simplement. On va dessiner en 2D les personnages. Et ensuite, je supervise aussi donc les essayages, les tests make-up et les tests coiffure. Donc, c'est tout fait sur mesure sur le danseur sélectionné, avec des intermittents du spectacle, donc qui sont costumiers, maquilleurs, coiffeurs, et donc aussi danseurs et chorégraphes. Et voilà, je gère le fait qu'on ait à la fin vraiment un personnage qui soit conforme au dessin initial, au brief qu'on a fourni. Et ensuite, au moment du tournage, aussi, je suis là pour vérifier que tout est conforme, que rien ne se passe pendant le tournage, qu'il n'y ait pas un élément qui soit disgracieux, qu'il n'y ait pas un élément qui gêne le danseur. Complètement. Je gère aussi les retouches quand il y a besoin, voilà, jusqu'à ce que le personnage soit filmé. Et ensuite, il y a la post-production. Là, en fait, c'est les changements des couleurs, s'assurer que le personnage il rentre bien dans la map, qu'il rentre bien dans l'image, qu'il soit bien intégré dans le décor. Donc voilà, c'est tout un process de A à Z. T'aurais une journée type sur une map, justement ? Ouais, alors en fait, ça change. Ce qui est génial sur Just Dance, c'est que ça change tout le temps. Bah oui. Parce que la phase de recherche, elle est différente de la phase de création, elle est différente de la phase de conception et de production. Donc, une journée type en création, c'est des recherches sur Internet, c'est regarder des inspirations, des clips, des images, des défilés, tout ce qui peut nous inspirer, les réunir. Et ensuite, c'est commencer à dessiner. Donc, souvent, c'est vraiment sur Photoshop. Voilà, c'est en 2D, commencer à dessiner en noir et blanc plusieurs sketchs de personnages et après le coloriser, parce que la couleur est super importante. Le choix aussi des textures, des matières, est-ce que ça brille, est-ce que c'est mat, est-ce que ça scintille, ça donne des connotations super différentes. Et après en production, une journée type, c'est faire des essayages, donc c'est arriver, découvrir le danseur qui a été costumé par le costumier, et puis ensuite pendant 1 heure faire des retours pour changer les coupes, modifier des choses, choisir les matières, faire des retouches, voilà. Complètement. Pour le coup, j'ai travaillé donc à tes côtés aussi, et c'est vrai que le dernier personnage qui était Leda, donc la version avant Night Swan. Faudra regarder l'histoire. J'ai vu même moi le costume, il était déjà prêt, mais j'ai aussi vu l'évolution du costume sur moi et aussi avec la chorégraphie qui avait été créée par Delphine Lemaître. Et tout ça, c'est cool aussi de voir l'évolution, même en tant que danseur, de ce que tu vas porter et l'évolution de ton personnage, parce que ça t'aide aussi pour l'interprétation. Et je pense que même toi qui es du coup danseur à côté, ça te permet aussi d'avoir une vision certainement plus artistique, de te dire attends, est-ce que cette matière-là, ça va peut-être bloquer le danseur dans son mouvement, ou est-ce qu'au contraire ça va lui permettre d'aller chercher de l'extension. Ça, c'est aussi une des qualités finalement. Oui, complètement. C'est sûr qu'on se met vraiment en situation aussi, même si des fois aussi par rapport à notre métier, on sait qu'on impose beaucoup de contraintes aux danseurs de par les matières ou les chaussures, ou le fait que des fois ils sont quand même contraints vraiment dans le costume. Donc mais on sait que c'est super important aussi, et que Just Dance c'est vraiment un exercice très particulier, et qu'au-delà de la danse, c'est l'incarnation d'un personnage, et que du coup ça se joue aussi par son habit, sa coiffure, son vêtement. Donc je le prends toujours en compte, mais j'essaye aussi de me dire faut aussi que le costume il ait sa part d'existence dans le truc, et qu'il soit pas non plus trop cuté à cause de la chorégraphie, à cause du confort, sinon en fait à la fin on n'est plus assez créatif. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Mais c'est sûr que de faire de la danse, ça aide à se projeter sur ce que ça va donner et la sensation qu'on aura dans le costume. Puis après, c'est à nous aussi en tant que danseurs professionnels de s'adapter à ce qu'on va nous demander de porter. Des fois, ça peut être une coiffure qui déborde un peu plus. Tu vois, je pense sur Lady Gaga, les filles, elles ont certaines l'œil caché. Ça, c'est bête, mais quand t'es danseur, c'est quelque chose aussi à prendre en considération. T'as tes repères visuels. C'est-à-dire que t'as un œil caché, tu vois pas aussi ce qui se passe à côté en termes d'alignement avec tes collègues. Et c'est aussi challengeant, je trouve, en tant que danseur, de se dire, ok, là, je vais avoir une journée de tournage, et j'ai ça comme contrainte. Comment je fais pour mettre en valeur le costume, la chorégraphie, intégrer l'histoire dans mon personnage, et c'est finalement trop cool. Ouais, non mais c'est un énorme challenge. Et puis je parle même pas des danseurs qui font les mascottes, tout ça. Ouais. Quoi.
Ça, c'est un autre délire, hein, vraiment. Mais oui, c'est plein d'exercices. Et nous, ce que je dirais, vraiment, le mot d'ordre, c'est de rester à l'écoute du danseur. C'est qu'il nous fasse des alertes s'il se sent pas bien dans son costume. Et que même si on sait que des fois, ils font vachement des compromis, ils prennent sur eux, nous, à aucun moment, on veut vraiment mettre une situation d'inconfort ou de vraiment créer quelque chose de problématique. Donc, c'est toujours de l'échange et pas hésiter à communiquer là-dessus. Et en fait, l'idée, c'est de travailler ensemble jusqu'au bout et qu'à la fin, tout se passe bien pour tous les corps de métier, quoi. Complètement. Et moi, je trouve qu'il y a une vraie bienveillance pour y avoir bossé. Et vraiment, j'avais été très surprise du traitement en fait qu'on nous accordait parce que vraiment on était tout le temps aux petits soins avec nous, la bouteille d'eau, la paille pour faire attention, pareil nous on est cousus, alors on n'est pas cousu sur notre peau, alors quand même je veux pas abuser, mais tout est hyper serré, tenu, cousu pour que ce soit vraiment le plus clean possible à l'image. Quand tu vas aux toilettes tu fais comment, tu vois, donc tu sais que derrière, oui, tu dois aller faire tes besoins, mais il n'y a pas de souci. C'est ok, on va prendre le temps de découdre, Ouais. et pour que tu puisses continuer à vivre aussi en tant qu'humain, et on te recoud derrière. Mais tu vois, il y a une vraie écoute. Ça prend du temps, ça peut prendre des fois jusqu'à 1 heure, mais ce temps-là, il est quand même dédié, je trouve, aux danseurs. Et c'est important parce que t'as des personnes qui pourraient dire, oui, non, en fait, on est timé, il n'y a pas le temps, et tant pis, on enchaîne. Non, il y a une vraie écoute. Ouais, tout à fait. Ouais, ça non mais c'est important de le dire, et ça fait du bien d'être traité et d'être considéré à sa juste valeur en tant que humain. Oui, et pas objet. Objet, voilà, exactement. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote ou un challenge marquant lié à la conception d'un costume ou d'un personnage ? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Du coup, je vais parler d'un en particulier parce que voilà, il y a eu tellement de challenges que même je les oublie parce qu'en fait, sur le moment, c'est tellement présent, puis après, ça passe et on passe à la chose suivante. C'est tellement une production en continu. Mais on avait fait un personnage où c'était donc une combinaison en latex. Et en fait, c'est vrai que le latex, ça, c'est hermétique. Et en fait, quand tu transpires, et l'eau, en fait, elle s'évapore pas. Et en fait, au fur et à mesure de la chanson, on se rend compte que la combinaison, elle se remplit. En fait, elle se remplit de transpiration, elle se remplit d'eau. Oh, c'est dégueulasse, je suis désolé. Et en fait, là, on se dit... Super, juste avant, on parlait des besoins, voilà, là, on parle ça. de transpi, l'épisode de podcast sur c'est ça. Moi, j'ai pris... Ça date de quelques années, mais voilà, c'est l'exemple vraiment un des pires, je pense, qu'il y a eu. Et du coup, là, on se dit, par contre, tout est cousu, comment on fait ? On peut pas enlever la combinaison, et puis en fait, la danseuse, elle va continuer à transpirer. Et en fait, on a fait des petits trous dans les doigts. Et du coup, quand elle dansait, ça a éclaboussé le set. Il y avait de l'eau qui giclait de ses doigts et c'était sa transpiration, voilà. Et ça m'a marqué, en fait. C'était vraiment une situation hors du temps où tu te dis, oui, en tout cas, elle avait l'air de bien le vivre, mais tu te dis... c'est lunaire. C'est lunaire, c'est vraiment spécial. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, voilà. Ouais. Est-ce que ça se verra à l'écran ? Non, Oui, finalement. c'est vrai qu'il y a tout ça aussi. Bon, après, non, je pense que c'est Non, tellement petit. C'était petit. Mais c'est vrai que voilà, on arrivait dans des trucs où en fait, des fois, on utilise des nouvelles techniques, des nouvelles matières, et en fait, on se retrouve à la fin à se dire, mais ah oui, en fait, il y a une problématique parce que le danseur, il transpire, il danse, il bouge dans son costume. Même des fois, la chaleur du corps vient déformer les matières ou vient faire déteindre. Tu vois, des fois, les cheveux, ils vont décolorer avec la chaleur du corps sur les combinaisons. Ça, c'est plein de trucs, des surprises qu'on a au quotidien où des fois, on s'y attend pas, mais en fait, la danse et le corps humain, ça implique plein de modifications sur le costume, la coiffure, le maquillage, et ça c'est le challenge de tous les jours sur Just Dance. Yes, et en même temps de respecter du coup la demande, toujours. Voilà, et de respecter le danseur. Et de respecter le danseur aussi, évidemment, mais ça pour le coup, il n'y a pas de souci, vraiment. Là, t'as un personnage ou un autre costume préféré ? Que t'as aimé créer ? Ouais, il y en a plein, encore une fois. Mais sur Just Dance 2025, donc je prends la dernière édition, j'ai adoré le personnage de Paint the Town Red, qui s'appelle Spikes. Vraiment parce qu'en fait, on a créé un personnage très très iconique avec la peau orange, les cornes. Il y a eu un travail de dingue sur la wig et le costume. Et en fait, l'incarnation du personnage qui est à la fois... casual dans son costume et qui a une attitude super cunt, super badass et tout, voilà, je l'ai trouvé génial. Et du coup, j'étais très fier du tout, en fait. Et puis, en fait, notre dessin, il est tellement dépendant du danseur et de ce qu'il va interpréter. En fait, c'est bête, mais si jamais il a l'attitude, s'il a le petit... si, en fait, il incarne le personnage, ça change
tout. Ouais. Et même si le costume, il est pas sur papier incroyable, si lui lui donne l'identité, l'incarnation, c'est vraiment incroyable ce qui se passe à la fin. Et là, tout se corrélait parfaitement, et la danseuse, elle a tellement fait un taf incroyable sur l'incarnation du perso, C'était qui ? que c'était Alissa. Ouais. Voilà. Et du coup, le résultat était là. Et donc, j'étais très fier de ce perso, et il a beaucoup, beaucoup plu d'ailleurs. Je mettrai peut-être des images dans mes montages. Est-ce que quand vous créez les costumes, vous créez d'abord un costume et vous cherchez ensuite le danseur, ou est-ce que ça vous arrive de trouver des danseurs et ensuite de leur créer des personnages ? C'est une bonne question. En fait, avant, sur Just Dance, ça a beaucoup évolué. Avant, il y avait les costumes qui étaient faits. Et ensuite, il y avait la discussion de quel danseur ira dans ce personnage. Aujourd'hui, c'est un peu décorrélé. Je dirais qu'avec la directrice des chorégraphies, on travaille ensemble. En même temps que le personnage est fait, il y a la recherche des danseurs qui est faite. Après, ça dépend. Des fois, en fait, on a déjà designé le costume un peu en avance, et du coup, c'est plus trouver la morphologie. la morphologie du danseur qui ira dedans. Et en fait, des fois, c'est dès le brainstorm où on va brainstormer, on va se dire, pour ce style de danse, je vois tel danseur. Et après, moi, je le garde en tête pour mon design et la façon, et je me projette aussi avec sa morphologie, avec ce qu'il va dégager, parce que selon les danseurs, on n'a pas du tout le même rendu à l'écran, quoi, en termes d'attitude ou de ce que ça va véhiculer aux joueurs. Donc, ça dépend vraiment des maps. C'est cool ça quand même. En tant que danseur, je trouve ça hyper flatteur et gratifiant de se dire j'ai un personnage, on me crée un personnage. Ouais, c'est ça. C'est beau. Ouais, c'est exactement ça. Ou alors le personnage existe et en fait on se dit toi t'es la personne pour l'incarner. Oui. Et du coup ça se passe comme ça. C'est trop cool. La danse en Just Dance, elle est accessible à tous et de plus en plus. Il y a de plus en plus de maps inclusives. Ouais. Et c'est trop cool. Comment vous travaillez pour que le style visuel soutienne cet esprit inclusif ? Alors, Just Dance, justement, moi je suis très fier de travailler sur cette marque parce que justement le mot d'ordre c'est vraiment la diversité et l'inclusion. Et du coup, ça passe par plusieurs aspects. Déjà, dans la représentation des personnages, on essaye de faire quelque chose de super diversifié, que ce soit par le genre, on essaie de mettre des personnages masculins, féminins, mais aussi non-genrés, et même des fois des personnages qui ne sont pas humains, comme des créatures, des aliens, des mascottes, des animaux, enfin voilà, il y a un peu de tout, n'importe quoi, mais le but c'est aussi de montrer la richesse de ce qu'on peut incarner dans le monde. Ouais, et la créativité, ouais. Donc ça c'est hyper important, donc ça va aussi nous se jouer par le choix des couleurs, proposer un panel de couleurs qui est super varié, essayer de faire attention aux clichés, de pas mettre tout le temps les mecs en bleu, les filles en rose, mais essayer de casser un peu les codes parce que les gens des fois ils sont habitués à des standards visuels et des fois c'est bien de sortir un peu de cette zone de confort. Proposer aussi plusieurs diversités de représentation au niveau du costume, c'est-à-dire pas mettre que des filles en talons aiguilles, essayer de mettre des filles en basket, en dock, à plat, même les mecs, de mettre des mecs en talons, de plus en plus, il y en a beaucoup. Complètement, de mettre des mecs en corset, pareil, les filles essaient de faire attention à la sexualisation parce qu'en fait c'est aussi présent dans le jeu vidéo, la sexualisation, et du coup faire attention au décolleté, à pas rendre toujours les filles trop sexy, trouver cet équilibre là parce qu'en fait nous on véhicule une vision qui va être aussi beaucoup pour les enfants et les familles, et le but c'est un peu des fois de casser aussi les codes, mais en même temps on sait qu'il faut à un moment la princesse pour les petites filles, donc c'est dur parce que des fois tu veux t'enlever des standards mais tu dois aussi fournir des attentes pour les joueurs, des demandes, donc il y a ce travail à faire au milieu, de trouver l'équilibre pour que ce soit quand même ça appelle la cible à acheter le produit, mais en même temps leur proposer quand même à l'intérieur du jeu une diversité et beaucoup de choses différentes. Et comme tu disais, après, on fait aussi des collaborations avec des danseurs ou des artistes qui apportent quelque chose de vraiment différent dans le jeu, comme quand on a fait une map avec Angelina, voilà. Et en fait, cette année aussi, on a travaillé avec Natacha, qui était basée donc sur une chorégraphie sur la langue des signes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était incroyable aussi de faire ça, et en fait, ça a touché énormément de gens qui disaient, je suis malentendant et je joue à Just Dance depuis des années, et quand j'ai vu ça, ça m'a transcendé, quoi. Ouais, ça donne de l'espoir, je trouve. Enfin, ça montre encore une fois que la danse elle est accessible à tout le monde et que tu peux danser. Exactement. En étant toi-même. Exactement. Et c'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de maps assises, ou avec les jambes qui ne bougent pas. Des fois, ça peut être debout, mais tu utilises surtout tes bras. Et le but, c'est aussi pour les gens qui sont pas forcément
qui sont en situation de handicap, mais juste qui, par exemple, sont âgés, tout simplement, ou ont pas forcément un confort, une aisance avec leurs jambes ou quoi, de pouvoir vraiment s'exprimer qu'avec les bras ou de façon un peu plus simple. Parce que la danse, ça reste sportif et que tout le monde a pas forcément les capacités physiques, les problèmes d'articulation, tout ça, ça arrive à tout le monde. Peu importe l'âge. Exactement. Donc c'est important de pouvoir offrir un produit, et c'est aussi un peu des fois ce qui nous dessert, parce que du coup on fait tellement un produit qui est un peu pour tout le monde, ce qui fait que des fois il y a des gens qui s'y retrouvent plus, parce que du coup tu achètes un produit, mais tu sais que tu vas peut-être y consommer que 20%, qui va te toucher toi. Et peut-être que du coup, si toi t'aimes la compétition ou tu veux des maps extrêmes, tu vas pas jouer les maps pour les enfants ou les maps assises parce que ça t'intéresse pas. Mais du coup, des fois en fait, t'as ce truc où t'achètes un produit et tu as l'impression de pas utiliser 100% du produit. Et c'est aujourd'hui, on essaye aussi de réfléchir à ça, comment l'offre pourrait être plus ciblée et du coup peut-être vraiment connectée avec chaque typologie de cible. Là aujourd'hui, on fait un jeu qui peut plaire à absolument tout le monde, mais tu vois, c'est aussi un risque en fait. C'est pas évident. Mais c'est bien, je trouve, d'avoir ce recul-là aussi et de se dire, ok, comment on peut toujours améliorer le jeu pour que ça serve en fait tout le monde et garder du coup cette communauté de Just Dance, parce qu'il y a une énorme communauté derrière Just Dance, il y a des compétitions et oui, effectivement, t'as certaines personnes aussi qui veulent garder ce truc de performance pour chercher à améliorer leur danse aussi, quoi. Tout à fait, ouais. Je vais un petit peu sur ta vision artistique. Comment tu combines ta passion pour la danse et la mode dans tes projets ? Ma passion pour la danse et la mode, en fait, ça vient assez naturellement. Donc, dans mes projets plutôt personnels ou liés perso à Just et Dance ? pro, tout, les deux. Ouais, pro, c'est que forcément, en fait, c'est tellement naturel sur Just Dance, justement, de lier les deux. Tu sais qu'à la fin, c'est voué à devenir une performance, quelque chose vraiment qui sera mise en scène. Ça va pas juste rester sur papier ou être lors d'un défilé de mode où il y aura rien qui se passe. Donc, il faut se projeter aussi dans ce que ça va donner sur l'émotion, sur ce que ça va dégager. Il faut que ça touche les gens, en fait. Et donc, ma vision artistique, c'est vraiment de se dire à la fin, il faut qu'il se passe quelque chose, qui a un déclic. Il faut que la personne, elle soit, en voyant ce qu'elle voit, elle sourit, elle soit triste, ou elle soit transportée, elle a envie de s'ambiancer. Se raconter une histoire aussi. Exactement. Et ça, c'est super important, et je pense que c'est le mot d'ordre à chaque fois, c'est de se dire, il faut pas qu'à la fin, ce soit plat. Il faut qu'il se passe, il faut que ce soit vivant, en fait. C'est vraiment un art vivant. Et voilà, et dans mes projets personnels, c'est plus tout ce qui est lié au drag ou quoi. Même moi, à un moment, j'avais envie un peu de me mettre au drag, parce que je trouve que c'est un truc tellement artistique. À la fois, tu peux faire des performances scéniques, donc tu peux danser, performer, et en même temps, tu dois penser à ton outfit, tu dois penser à ta perruque, à ton make-up, à si tu fais des surprises, des choses, des éléments qui changent sur ton costume à des moments. Voilà, et ça, c'est un truc, je trouve, en fait, de tout lier, je trouve que ça rend le propos plus fort, et ça donne à la mode, au costume, un sens, parce que ça va vivre, ça va bouger. Ça, pour moi, ça apporte vraiment un truc d'identité forte, alors que juste faire un vêtement qui ne bouge pas, ça me touche moins. Voilà. Yes. De créer une histoire même à travers du tissu et de la matière. C'est ça, ouais, exactement. Je reviens sur le fait de se projeter. Quand tu arrives à Just Dance, parce que tu disais on tourne sur fond vert, nous les danseurs, parfois on nous dit là il faudra regarder à droite parce qu'il va se passer ça en post-prod, là il faudra regarder à gauche, là il faut réagir de telle manière. Parce que derrière, il y a une histoire. Ouais. Et ça fait partie aussi des difficultés, je trouve, en tant que danseur, c'est que t'es sur fond vert et tu ne vois rien. Donc c'est à toi aussi, en tant que danseur, de te projeter et de comprendre aussi la demande du directeur, tu vois, costume directeur, directrice des chorégraphies, etc. Parce que derrière, il y a un vrai sens dans le produit fini de la map. Et c'est cool aussi, je trouve que c'est un vrai challenge en tant que danseur. J'imagine, ouais. Ah ouais, vraiment. Et je crois que les fans Just Dance le ressentent et le comprennent. Ils se disent, mais attendez les gars, à la base c'est sur du fond vert. Il y a un vrai travail derrière d'acting aussi, d'interprétation en tant que danseur. Et ça
ouvre encore plus le champ des possibles aussi, et ça te permet de nourrir aussi ta danse en tant qu'artiste. Ouais. Voilà, T'as eu les pires situations vu le mode histoire et tout ce que ça impliquait. Hein, donc, Ouais, mais c'est ça qui est cool, c'est que en ayant fait et le mode histoire vie réelle avec la map Murder on the Dance Floor et en tant que danseuse dans la map, moi quand j'ai vu le rendu, je me suis dit waouh, derrière il y a un vrai travail de brainstorm comme tu dis, parce que pour pouvoir avoir ce rendu là, il faut aussi pouvoir expliquer aux danseurs ce qui est attendu. Ouais. Et c'est là où tu te rends compte que il y a un vrai travail derrière. Et c'est trop cool de voir le résultat fini, de te dire ah ouais, c'est pour ça qu'on m'a demandé ça, je comprends mieux pourquoi on me demande il y a un portail qui va s'ouvrir. Et tout ça, même toi en tant que danseur, t'es heureux de voir le produit fini parce que ça donne encore plus de sens à ce que tu faisais à l'instant T. Ouais. Et c'était pas, il y a rien qui est gratuit en fait. Tout est bien millimétré. Ouais. Moi j'aime bien ça parce que c'est très du coup carré et ça correspond à ma manière de travailler et ça te nourrit encore plus, je trouve. De toute façon, t'as un réal qui bosse sur chaque map. Ouais. T'as toute une histoire qui est construite, qui est bien millimétrée. Et puis en fait, ce qui est dur, et je sais que le challenge pour les directeurs des chorégraphies sur Just Dance, c'est de se dire comment on va raconter une histoire en gardant une choré cool à faire, où on n'est pas trop perturbé parce qu'en fait, des fois, les joueurs, ils ont quand même envie de juste s'amuser et de danser. Et donc, quand il y a du storytelling, en fait, il faut pas que le storytelling vienne couper l'expérience ou que ça te mette trop de contraintes. Voilà. Et du coup, je sais que l'équilibre, il est super dur à trouver entre garder une choré quand même répétitive, parce qu'on sait que sur Just Dance, ça se répète beaucoup, les mouvements, et en même temps, garder le fun tout en comprenant ce qui est en train de se passer dans l'histoire, quoi. Complètement. Il y a combien de personnes qui travaillent sur une map à peu près ? Alors, je dirais au moins 50. Ouais, ce que j'allais dire, entre 50 et 100, ouais, même. Ouais. Bah, en fait, après, voilà, sur Just Dance, il y a beaucoup de personnes, mais t'as aussi tout le marketing, toute la communication, t'as toutes ces personnes-là. Mais vraiment, sur le contenu des maps, on a à peu près une dizaine au brainstorm. Ensuite, t'as l'équipe créative, donc entre la choré, l'équipe de production qui va aussi vous appeler pour vous booker, pour poser les essayages, gérer toute cette partie d'accompagnement aussi avec vous. Bah voilà, il y a à peu près 5 personnes. Il y a l'équipe costume, on est 3-4. Les costumiers, il y en a une dizaine. Maquilleurs, coiffeurs, plus le jour du tournage, celui qui va gérer la caméra, les assistants prod, assistants techniques. Oui, je pense que en fait, oui, plutôt 100 personnes en vrai. En vrai, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que après, c'est comme du cinéma, quoi. T'as chaque personne, plus des fois un assistant en plus. Donc c'est vrai que ça double vite l'effectif. Ouais, puisque ce que vous voyez pas, vous, quand vous êtes au tournage, c'est après l'équipe de vidéo artistes qui, eux, font la map, font le décor, prennent les concepts art et les animent, et les level designers qui vont scorer, parce qu'il y a toute cette partie-là de scoring où on va attribuer un nombre de points à tel mouvement, donc les danseurs, après, ils sont réenregistrés par juste des personnes qui en capteur font la chorégraphie. Et ensuite, à partir de ça, ils vont attribuer du scoring. C'est-à-dire que vous, quand vous dansez, on vous met pas encore de capteur. Ça, c'est un truc qui est refait derrière. Ah ouais. Ouais. Je savais pas du tout ça. Ouais. En fait, c'est même pas fait en France. Je crois que c'est fait à Pune, en Inde. Ok. Et en fait, c'est des gens là-bas qui vont donc apprendre la chorégraphie, se mettre en combinaison avec des capteurs, et en fait reproduire la chorégraphie pour l'enregistrer. Et ensuite, c'est sur ça qu'ils baseront le scoring. Voilà. Ok. Écoute, je dormirai encore plus intelligente ce soir. Mais du coup, il y a tout un process comme ça qui est super complexe. Sinon, en fait, ça voudrait dire que le jour du tournage, on devrait vous mettre déjà des capteurs pour savoir quel mouvement... Mais après, en post-prod, comment tu fais ? C'est ça. Oui, il y avait des vraies contraintes techniques derrière. Ouais, ok. pour que ce soit jouable et que ce soit un jeu vidéo, quoi. Oui, et que ce soit esthétique aussi, il y a tout cet aspect-là qui est important. Je sais que c'est déjà arrivé une fois que certains danseurs de Paris reviennent pour refaire leur map avec justement l'enregistrement capteur. Ça s'est fait genre quelques fois, mais sinon c'est délocalisé. Oui, parce qu'il y avait maintenant les mascottes. Ouais. Aussi, c'est des mascottes avec capteur. C'est des mascottes qui sont créées en post-prod. Il n'y avait pas... Ça dépend. Il y en a eu, ouais. Ou des fois, c'était que la tête qui était animée. Donc, t'avais le costume et t'avais juste la tête avec les capteurs et la tête était faite en 3D. Ok. T'as eu aussi des mascottes full 3D. En effet, il y a des danseurs comme Jordan Bourri, il a fait ça. Il était en combinaison en motion capture et en fait, il a fait la chorégraphie. Et ensuite, derrière, ils ont modélisé un personnage qui est une sorte de saucisse dansante. Non, mais ça, par contre, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Je trouve ça fou ce qu'on peut faire avec la technologie. Et en même temps, c'est cool. Et en même temps, c'est vrai que vous, derrière, en termes de créativité, c'est moins cool aussi parce que ça vous fait moins de travail
créatif. Oui, bah c'est ça. En fait, la 3D, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. Je pense que c'est cool quand c'est des personnages pas humanoïdes, mais on l'a vu dès qu'on a voulu faire des humains, tu perds un truc de flow, tu perds un truc d'humanité en fait, tout simplement. Qu'on ressent beaucoup qu'on à travers ressent l'écran. beaucoup à travers Just Dance, ouais. Mais les expressions du visage, tout ça, on en a besoin en fait Bah, pour c'est comprendre ça. l'histoire aussi. Ouais. Je reviens sur ta vision, parce qu'on était là-dessus, on est reparti sur Just Dance. Est-ce qu'il y a des artistes ou des créateurs qui t'ont particulièrement marqué? Ouais, il y en a plein, et je dirais, je vais prendre du coup un truc assez du moment, parce que forcément, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit. Là, en ce moment, je suis à fond sur FK Twigs, voilà, et parce que son identité graphique là, de son dernier album est juste incroyable, et notamment son clip Yosexua, voilà, la performance qu'elle a évoquée dedans sur les chaises, j'ai trouvé ça mais dingue, vraiment super inspirant. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris une claque comme ça. Et en fait, ce que j'adore avec cette meuf, c'est qu'elle incarne à la fois la beauté comme on l'entend aujourd'hui, comme on la veut. Donc elle est super musclée, elle est super fine, et en même temps, elle déconstruit tout ça avec son crâne rasé, son style complètement déconstruit, où elle déconstruit sa féminité un peu comme on l'entend dans la pop music aujourd'hui. Et elle crée un truc où tu sais plus trop comment, tu peux pas la mettre dans une case, et ça j'adore en fait. Elle a vraiment créé sa propre identité visuelle et même tout son mouvement autour de cet album, et du coup je trouve ça trop inspirant, et j'adore, voilà. Yes. Et il y a d'autres inspirations que t'as, que ce soit dans la danse ou dans la mode? Après dans la danse, après j'aime tout ce qui est commercial, franchement, voilà, j'adore tous les trucs super commercial, tous les clips de Tate McRae, tout ce elle nous donne et tout, mais après voilà, ça reste vraiment, je dirais, la base, mais en même temps, c'est entrant sur Just Dance, bah, c'est hyper inspirant. Et même, moi, c'est le genre de choré que j'adore, un truc où tu te sens juste hyper fier sur le moment, et puis c'est tout, quoi. Yes. Donc, c'est vrai que pour le coup, je regarde vachement tout ce qui est tendance dans la musique, tout ce qui est j'aime beaucoup tout ce qui est commercial ou pop, hein. Même dans les films, les séries, c'est quelque chose de super inspirant. Voilà, et puis après, dans la mode. Il y a plein de choses qui se passent. Après, la mode, le problème, c'est qu'il y a quand même un truc très... Maintenant, regarder des défilés de mode avec juste des mannequins qui marchent, des fois, moi, ça me perd un petit peu. En fait, maintenant, j'ai besoin de voir vraiment des shows, de voir des... Enfin, je préfère 100 000 fois regarder un spectacle ou... J'adore tout ce qui est comédie musicale. Voilà, c'est vraiment... Si je pouvais passer mes journées à aller voir des comédies musicales, je le ferais. C'est vraiment un truc qui, pour moi, t'as du costume, t'as de l'acting, t'as du chant, et le chant aussi, ça véhicule énormément de choses. T'as de la danse, et du coup, bah, pour moi, c'est vraiment ce qui réunit absolument tout, et c'est ce que j'adore regarder. Donc, c'est vrai que j'ai plus me tourner vers des musicals, ou vers des films, ou vers des séries, que vers des fois juste regarder des défilés de mode. Alors, je le fais parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe, mais malheureusement, des fois, j'avoue, ça m'ennuie un petit peu. Mais il y a de plus en plus maintenant d'artistes pour les défilés. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est cool. De plus en plus de danseurs aussi, parce qu'on a besoin de voir du mouvement dans les tenues. Et je pense que ça donne encore plus envie d'acheter. Tu te dis, ah bah attends, si la personne elle danse, elle peut faire ça avec, c'est qu'elle doit être ultra à l'aise dedans, donc j'ai envie de me l'acheter. Et aussi des artistes, Lucky Love aussi, qui avait fait, je crois, une prestation à un défilé l'année dernière, ou pendant la période des JO, je sais plus quelle Fashion Week c'était. Il y a de plus en plus d'artistes. Et je pense qu'il y en aura encore, c'est que le début. Oui, c'est sûr. On a besoin de voir de la diversité, et ça va arriver encore plus, je pense. Complètement. Non, mais c'est sûr et certain. Maintenant, c'est de plus en plus un moyen de vitrine et de vendre un produit aussi, de mettre de la danse, de mettre de la performance artistique. On sait que les gens, ils ont besoin de ça aujourd'hui. Ils n'ont plus juste besoin d'une vitrine ou de quelqu'un qui marche sans expression, quoi. Donc, Et pas de souci avec les gens qui marchent sans expression. Oui, bien sûr. Clairement. Mais voilà, ça n'a pas le même impact dans le temps. C'est-à-dire, sur le moment, tu kiffes ce que tu vois, mais peut-être que ça te marque moins, parce que sur le moment, t'as moins d'émotions qui te traversent, on va dire. Oui, après, c'est vrai que ça dépend ce que toi, tu viens chercher dans un défilé, dans ce que tu veux voir aussi, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'avoue que j'aime bien les deux. J'aime bien aussi ce côté très militaire, droit, où tu te dis, mais... quelque part, les mannequins incarnent du coup à ce moment-là aussi un personnage. Ouais. Et c'est aussi challengeant pour eux, tu vois, d'incarner ce personnage-là de « Ok, je mets ma casquette de mannequin et je reviens aussi à la vie normale. » Donc ça, je trouve ça cool. Et en même temps, c'est intéressant de voir d'autres choses où tu te dis « Ah, en fait, on voit des... » C'est peut-être la personne que je vois défiler qui sourit. Ah, elle est comme ça en fait dans la vraie vie. Et c'est trop cool, ça donne envie. Carrément. Ça se diversifie. Il y a de tout. Il faut de tout. Non, mais complètement. Voilà.
Toi, aujourd'hui, tu as trouvé un équilibre donc, entre tes deux passions, la danse et la mode, parce que tu as trouvé cette régularité en essayant de faire un cours par semaine. Quel conseil tu donnerais à ceux qui cherchent à faire coexister ces deux disciplines sans forcément devenir danseur professionnel? Bah, je pense que le conseil que je donnerais, c'est de vraiment savoir ce qu'on veut en fait. C'est à quel point on veut mettre en avant son métier et à quel point on veut mettre en avant ses passions ou ses hobbies. Et je pense que justement, des fois c'est dur de savoir le quantifier en fait, combien de fois je veux prendre 2 cours par semaine, à quel point je veux m'impliquer dans ce hobby par rapport à mon métier, est-ce que j'ai le temps, parce qu'en fait la vie on court après le temps hein, concrètement. Financièrement aussi, c'est un coût, hein, ça on n'en parle pas, mais franchement les cours de danse c'est vraiment pas donné, et quand tu roules pas sur l'or, c'est pas évident honnêtement. Surtout quand t'es à côté, tu fais aussi de la salle de sport ou que t'as un abonnement autre, que tu fais pas que ça comme sport, ça finit par vite chiffrer. Ouais. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte, mais je pense que l'idée principale, c'est de pas baisser les bras, de pas couper quelque chose qui nous plaît parce qu'on n'a pas le temps ou parce qu'on n'a pas l'argent, c'est essayer de trouver un équilibre, de l'insérer dans sa routine malgré tout. Et puis surtout, voilà, de savoir vraiment, de se poser la question, qu'est-ce que je veux faire de cette passion, de ce hobby, à quel point je veux l'impliquer dans ma vie, est-ce que après je vais regretter, est-ce que ça va me manquer et ça, il n'y a que nous-mêmes pour faire ce choix-là. Hein. Complètement. Désolée, j'ai le ventre qui gargouille depuis tout à l'heure, c'est un enfer. Oui, j'entends. T'entends? Attends, je profite de ce moment pour me moucher. Ce sera coupé en montage. Voilà, ce sera coupé en montage. Oh purée, je m'entends depuis tout à l'heure. Je crois que ça s'entend ça au micro. Je suis sûre que ça s'entend parce que quand la chaise elle grince, ça s'entend. Ah, donc putain. je pense que mon gargouillis s'entend. Pour peut-être que je vais laisser ça en fait dans l'épisode, c'est rigolo. Oui. Ça fait c'est vivant quoi. C'est très très vivant, ouais. Pourquoi, selon toi, la multidisciplinarité est-elle essentielle dans une carrière artistique? Je pense que c'est vraiment essentiel parce que, en fait, c'est le fait de faire plusieurs choses qui nous permet de doser après dans ce qu'on crée et aussi de réunir ces éléments-là ensemble. En fait, ce qui fait un projet artistique super riche, je trouve, c'est de pouvoir connecter plusieurs disciplines. Et je reviens au musical, c'est une discipline qui connecte le chant, la danse, le costume, l'acting en fait. Et d'ailleurs, l'acting, ça joue de plus en plus, je pense, de danseurs. On leur demande aussi mais même en cours de danse, hein, on nous dit là, il faut vendre ton truc, il faut que tu incarnes. Ouais. Et en fait, ça change tout. Quelqu'un qui danse pas très bien ou qui a pas beaucoup de technique, s'il incarne, en fait, il te tape dans la rétine et tu l'oublies pas. Exactement. Et d'ailleurs, ça a été le cas, nous, au casting sur Just Dance, il y a eu des moments où, en fait, un danseur, on le trouvait parfait en termes de technique ou quoi, mais il nous a manqué la petite incarnation, la petite différence qui fait qu'en fait, tu te dis, lui, il sortira du lot par rapport à un autre. Et du coup, il est intéressant pour incarner tel type de personnage. Et du coup, voilà, et je pense que toucher à plusieurs disciplines, ça nous permet d'être encore plus riche après dans notre expression et dans notre créativité. Yes. Donc, ouais. C'est très, très juste, je suis très d'accord avec toi. C'est important d'aller se nourrir en plus de plein de domaines différents parce que parfois on prend une direction, on se dit pourquoi je vais là, je sais pas. Mais c'est après que tu te dis en fait, ça m'a apporté. Ouais, et on se rend pas compte souvent sur l'instant T et c'est pour ça qu'il faut parfois pas trop réfléchir et aller et tu verras après ce que ça t'apporte. Complètement. Faut pas trop réfléchir, voilà, faire les choses avec le cœur. Ouais, c'est ça. Quel conseil tu donnerais à un danseur qui justement aimerait intégrer un projet comme Just Dance? Parce que là il y a plus d'auditions depuis 2022. Ouais, t'as fait les dernières auditions. Moi, j'ai fait la dernière audition. Ouais, pour l'instant, voilà, en fait, on n'en fait pas tous les ans parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation. Et après, en fait, aussi, on aime bien quand même essayer d'appeler au moins tous les danseurs qui ont réussi le casting parce qu'en fait, on les appelle pas forcément, ça dépend des besoins de prod. Et du coup, en faire trop souvent, ça ferait que forcément, on finirait par ne pas appeler tous les danseurs qui ont passé le casting et c'est dommage. J'espère qu'on en fera peut-être une l'année prochaine ou bientôt, je ne sais pas honnêtement. Mais en tout cas, c'est un moment qui est toujours génial parce qu'en fait, on découvre plein de talents. Et le conseil que je donnerais, c'est déjà de ne pas hésiter à venir parce que c'est vraiment un exercice bienveillant. Il y a nous, même en tant que jury,
on n'est pas moi je fais partie du jury, je suis pas un professionnel, donc je vais pas juger la technique ou quoi, je vais juste vraiment regarder, me projeter dans un personnage, dans une incarnation. Il y a aussi la technique bien sûr qui rentre en compte, mais le but pour nous c'est juste de voir des gens qui nous véhiculent vraiment de l'émotion, qui dégagent quelque chose. Yes. Et c'est aussi, je pense, un super exercice pour se préparer à des futurs castings, parce qu'en fait, du coup, c'est un casting qui est hyper bienveillant, où il y a vraiment tout le monde qui vient, il y a des pros, il y a des amateurs, il y a des gens qui veulent venir juste se faire kiffer par apprendre une choré et passer devant un jury. C'est un très bon exercice en vrai, pour reprendre confiance en soi, gérer le stress, apprendre une choré super rapidement. Donc moi je dirais venez nombreux et prenez du plaisir, même si vous passez pas la première étape, on s'en fiche. Et après c'est vraiment essayer de se démarquer par l'intention, voilà, l'énergie, l'interprétation, essayer de vraiment, je sais que c'est difficile, mais de pas rester trop dans le côté académique, mais de se dire faut que je vende mon truc, faut que je connecte avec le jury. Et même souvent ça touche pas tout le monde, mais la façon dont les gens vont s'habiller ou vont se présenter, en fait c'est con, mais ça attire l'œil, ça attire, et tu te dis putain, lui il a un petit style, et ça donne envie de le regarder aussi. Et tout le monde n'est pas forcément feeling avec ça, mais sur Just Dance, voilà, il y a pas que la danse, il y a la façon dont tu te présentes, ce que tu vas véhiculer en termes de personnalité, mais aussi comment tu te perçois en tant que faut qu'on se projette sur un personnage. C'est ça, faut que l'équipe derrière arrive à se projeter. Moi, c'était ce que j'avais fait à l'audition. Oui, je me souviens très bien. Et tu vois, ça m'a marqué. Je l'ai encore l'image, et je me souviens de ta combinaison. Et en fait, je m'étais dit, putain, elle a compris l'exercice, quoi. Elle nous présente un personnage et elle s'est mise à fond dans le truc, quoi. En fait, les places, elles sont chères, tu vois, et je trouve que écraser les autres pour y arriver, ça sert à rien. Donc comment j'arrive moi avec moi-même à me démarquer en restant moi-même et en gardant chacun son espace, tu vois. Et c'est ça aussi, c'est de se dire là j'ai plusieurs chorégraphies, plusieurs styles différents, comment je fais pour me vendre? Et ça passe par la danse. Après c'est toi, ton talent, ta technique, ce que tu travailles depuis des années, mais ça passe aussi par autre chose. La prise de parole, parce qu'en plus à la fin faut s'exprimer, voilà, c'est important de se démarquer. Et je m'étais dit qu'est-ce que j'ai dans ma penderie? J'ai ouvert mon placard et j'ai regardé, j'ai dit j'ai ça pourrait un peu coller avec l'imposé, ça pourrait coller avec le côté un peu dark, vas-y je vais mettre du simili-cuir, tout ça moi je l'ai réfléchi. Et en fait de voir que ça a marché, je me suis dit c'est cool, je l'ai pas fait pour rien, et j'ai été appelée et c'est trop cool. Voilà, et démarquez-vous. En fait, il y a plein de manières de se démarquer en restant soi, et ça marque les esprits. Et voilà, il y a beaucoup de monde en fait dans cette industrie de la danse, et se démarquer, c'est pas toujours évident. Et parfois, c'est comme je le dis souvent, less is more. C'est en faisant le plus simplement possible que ça marche, et donc en restant soi-même. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui souhaiterait devenir costume director dans l'univers du spectacle ou du jeu vidéo? Alors, on va pas se mentir, ça reste un métier niche. Honnêtement, moi je suis arrivé là un peu par chance et par hasard, parce que de base j'étais styliste dans du prêt-à-porter, donc j'ai fait un cursus vraiment mode. Donc à la fin, en fait, le jeu vidéo, ça a été vraiment un concours de circonstances où j'ai vu une annonce Just Dance et j'ai dit putain, mais ça a l'air génial, j'y vais et tout, enfin je postule, et en fait ça a fonctionné. Après, sinon j'aurais adoré, je pense, bosser dans le spectacle ou sur des films, mais c'est vrai qu'en France on n'est pas non plus sur il y a beaucoup de films et tout, mais les trucs vraiment fantastiques où c'est justement très science-fiction ou quoi, c'est quand même plutôt fait aux États-Unis. Mais en tout cas, le plus important, c'est vraiment déjà d'avoir un portfolio riche avec des projets très diversifiés. Moi, j'avoue que quand tu reçois un CV ou un profil, le premier truc que je regarde, c'est le portfolio. Je regarde pas l'expérience, je regarde pas l'ancienneté ou tout ce qui a été fait sur le CV. Moi, ce que je veux voir, c'est du concret, c'est qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que c'est ton univers. Si j'ouvre le portfolio et que je vois déjà que l'univers, il est très générique, il n'y a pas d'identité, tu vois, ça connecte pas. Si tu vois directement que la personne elle a des choix risqués mais très précis, qu'elle a vraiment son univers, que c'est très engagé, on voit qu'elle a vraiment un truc qui lui plaît et ça se ressent, ça direct tu te dis elle tu sais que c'est quelqu'un qui est passionné, elle a un truc vraiment, elle met ses tripes dans ses projets, et ça se voit direct. Et avoir aussi un truc impactant. Il faut que quand tu regardes le portfolio direct, visuellement, graphiquement, par ta mise en page, par tes choix de couleurs, parce que tu souhaites montrer, parce que des fois on te montre le petit croquis technique, mais t'es là genre,
m'en fiche un peu. Il faut que ça te pop aux yeux, et ça c'est super important. Bah, c'est savoir se vendre, hein, et vendre son travail. Donc la mise en page, voilà, la façon dont ça va être, pas mettre trop d'éléments, essayer de doser aussi, parce que on a envie que, enfin, quand tu regardes des profils, tu regardes ça assez vite, on va pas se mentir. Donc faut pas mettre 15 000 informations, parce que de toute façon ce sera pas regardé. Prioriser les images plutôt que le texte, parce que pareil, on lit pas tout le temps tout le texte en détail. Et voilà, et montrer qu'aussi orienter son portfolio ou en fonction du job que tu vises. Si c'est costume directeur, bah, c'est vraiment montrer de la richesse, montrer de la diversité, parce qu'on attend de toi que tu puisses aussi créer des costumes de façon très diversifiée. Donc pas montrer qu'une chose, mais essayer de montrer que tu peux faire aussi plusieurs choses tout en restant dans ton univers, pour montrer que t'es pas non plus que t'as ta patte artistique, hein, que t'es pas voilà, que tu fais pas des choses de façon super random. Et après, être super curieux, à s'intéresser à tout, à regarder autour de soi ce qui se passe, montrer qu'on est dans l'air du temps et qu'on est cohérent avec les tendances et tous les mouvements artistiques qu'il y a autour de soi. Et puis surtout, faire ce que les autres ne font pas. Ouais, bah essayer. Essayer, parce que c'est comme ça aussi qu'on se démarque. Ouais. C'est voir ce qui se fait et qu'est-ce que toi, en tant que personne humain, tu peux apporter de plus et qui fera que ce sera toi qu'on appellera et pas une autre personne. Tout à fait, ouais. Ça, c'est question d'analyse, de stratégie, etc. Encore une fois, tu vois, en laissant la lumière pour tout le monde, mais en essayant aussi, toi, de te vendre, parce que bah, les places sont chères. Tout à fait. Finalement, dans plein de domaines, hein, que ce soit la danse, que ce soit pour être costume director, que pour être entrepreneur, enfin, pourquoi toi et pas une autre, mais tout ça, c'est de l'introspection, je pense aussi beaucoup. Ouais, et puis la personnalité, ça joue beaucoup en entretien, hein. Franchement, si la personne, elle est super talentueuse, mais que tu sens qu'elle est pas ancrée dans la réalité, que l'entretien, il est un peu lunaire, que la personne, elle plane un peu, en fait, selon le poste. Si t'as besoin de quelqu'un de super réactif et qui a beaucoup de relations sociales avec les gens, et bah, tu vois direct, si la personne, tu te dis, en fait, elle va être trop dans sa bulle, elle va être trop coupée, elle va pas arriver à connecter avec les gens. Et ça, en fait, bah, en tout cas, là, moi, le métier que j'exerce, c'est vraiment un métier de collaboration. On est tous ensemble, on travaille ensemble. Si jamais t'es trop... t'arrives socialement, t'arrives pas à connecter, ou que tu montres que t'es pas dans cette vibe là ou quoi, bah c'est un no-go, parce qu'en fait tu sais que ça va mal se passer dans la collaboration, et à la fin ça se ressentira sur le résultat final. Complètement. De toute façon, le recrutement, c'est le cœur de tout, quoi. Bah ouais. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à Benjamin qui a 6 ans et qui commence la danse, qu'est-ce que tu lui dirais ? Bah, beaucoup de choses. Je lui dirais, je pense, de persévérer, de continuer à faire les choix qu'il va faire, parce qu'au final, là où ça m'a mené, ben, c'est très bien. Donc je pense que je lui dirais de continuer à suivre son cœur, à suivre ses choix, qu'il va faire les bons choix, qu'il y aura des moments très difficiles où il va vraiment se poser les questions de où est-ce que va lui mener la vie. Et après, malgré tout, que ça va quand même lui permettre aussi d'apprendre et de se forger, même si des fois, je lui dirais qu'aucun enfant ne devrait des fois subir ça, mais que malheureusement, ben, ça va arriver, et qu'il faut qu'il soit fort, et qu'un jour, ça paiera, et qu'un jour, il arrivera à un stade de sa vie où il pourra se dire, bah, ces gens-là, qui l'ont rabaissé, qui l'ont humilié, qui l'ont harcelé, en fait... Je sais pas ce qu'ils font de leur vie, mais moi je kiffe ma vie aujourd'hui, et voilà. Et du coup, ben, c'est con, mais on a toujours aussi, je pense qu'on identifie des fois les gens qui ont une aura ou qui vont réussir, et en fait l'être humain veut aussi des fois les rabaisser, où il y a cette jalousie profonde, on le voit, hein, encore aujourd'hui, avec la Star Academy là récemment, quand quelqu'un réussit, quand quelqu'un a confiance en lui, on veut... problématique. On veut le rabaisser, on veut lui dire que c'est pas la bonne voie, parce qu'en fait, on a brille peur. trop. On a peur, voilà. Ouais. Et ça, en fait, je dirais, non, continue de briller, et ça va bien te réussir. Yes. Voilà. Bah, je te souhaite, là, je te vois ému. Ouais. Bah oui. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Bah, merci. Toi aussi. Merci. Voilà. Est-ce que tu as un dernier message à quelque chose à faire passer avant de faire le petit jeu ? Oh, j'ai trop hâte du petit jeu. Tout le monde me dit ça, je me dis ok super, la conversation avant n'était pas si intéressante. Mon rêve de faire ça. Un message à faire passer, non, bah ce serait voilà aussi je sais que moi je fais de la danse de façon complètement amateur, que
voilà, ça restera comme ça honnêtement parce que ça me convient très bien et que je pense que honnêtement j'ai même pas les capacités physiques pour faire ça tous les jours honnêtement, donc j'admire. Ça se travaille, hein. Ouais, ça se travaille, mais voilà. J'aurais trop cette peur. Ne jamais dire jamais. Non, voilà. C'est pas, mais en tout cas, le dernier mot ce serait de dire de vraiment vivre ses passions. On n'a qu'une vie. Il faut faire un métier qui nous plaît. Honnêtement, notre métier c'est 80% de notre vie. Ouais. C'est tellement important, faire un métier qui nous plaît pas, qui nous correspond pas, c'est horrible. À la fin de ta vie, tu te dis j'ai quand même passé les 3/4 de mon temps à faire ça. Les hobbies c'est important, mais il faut quand même que le métier, c'est pour ça que je comprends aussi de se dire c'est ma passion, j'en fais mon métier, parce que en fait ça reste quand même super important. Moi j'ai de la chance d'avoir réussi à doser, que j'avais une autre passion aussi qui s'est ouverte à moi avec la mode et tout, mais je me verrais pas faire un métier qui ne me passionne pas au quotidien. C'est tellement important et en fait ça t'amène dans quelque chose de tellement positif, et puis tu rencontres des gens qui ont la même passion que toi, tu crées des liens incroyables. Donc voilà, moi mon vraiment conseil ce serait ça, c'est de vraiment suivre ses passions et de se dire oui, je vais peut-être pas rouler sur l'or, ça va peut-être pas être facile, mais par contre je vais kiffer ma vie, je vais être heureux surtout, j'aurai pas de regrets. Ça c'est super important. C'est très important. Quand tu passes la trentaine, tu te dis voilà, je n'ai pas envie d'avoir de regrets parce qu'en fait, la vie, elle passe. Et que, ça passe très très vite. Et qu'on ne voit pas le temps passer. Tout à fait. Et c'est important de profiter de chaque instant. Ouais. Et bien écoute, on terminera sur ces jolies paroles et on va passer au petit jeu. Donc je n'ai rien inventé, qui s'appelle le Fast and Curious de Combini, qui a été repris par plein de personnes. Et donc je me suis permise de le faire aussi, en espérant que ça ne pose pas problème. Donc le but du jeu, c'est de répondre le plus rapidement entre ça ou ça. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. C'est le moment où cette pression. Qu'est-ce que tu vas me demander ? Non. T'as le droit à un joker. Ah, ok. Bon à savoir. Voilà. Ok. Modern jazz ou street dance ? Street dance. Danser en cours ou performer sur scène ? Performer sur scène. Créer un costume ou imaginer une chorégraphie ? Créer un costume. Backdancer pour une drag queen ou danser sur Just Dance ? Danser sur Just Dance. C'est dur, hein ? Studio harmonique ou club parisien ? Studio harmonique. Mode ou danse ? Joker. Élégance ou extravagance dans un costume ? Extravagance. Créer pour un jeu vidéo ou pour un show live ? Créer pour un jeu vidéo. Danser en solo ou danser en duo ? En solo. Un costume ultra détaillé mais inconfortable ou simple mais parfait pour danser ? Ultra détaillé mais inconfortable. Pardon. Vous n'êtes pas si sympa que ça finalement. Finalement. Non, je rigole. Improviser ou chorégraphier ? Improviser. Just Dance 2014 ou The Just Dance 2024 ? Just Dance 2024. Années 80 ou futuriste pour les costumes ? Futuriste. Performance live ou immersion digitale ? Performance live. Le style ou l'énergie dans une danse ? Les deux. T'as déjà utilisé ton joker ? Le style. Ok, voilà, c'est tout. Trop bien. Ça va ? Tu te sens bien ? Non, en tachycardie. Merci beaucoup Benjamin pour ton temps, ton partage, ta passion avec la danse, la mode et tout ce que tu as pu transmettre sur cette heure 10 d'enregistrement. Je te souhaite le meilleur et voilà. Merci beaucoup à toi, c'était trop cool et trop intéressant. Et voilà, j'espère que ça fera plaisir à certaines personnes d'écouter. J'espère aussi. Voilà. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager l'épisode, à envoyer un message à Benjamin, à m'envoyer un message, à mettre une note également. 5 étoiles. Et, à me follow sur Instagram. À nous follow sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est dit. Et voilà. Puis merci pour votre écoute et à bientôt. Salut. Ciao.